Elle était un véritable volcan d'idées. Nous espérons exhumer ses projets, mieux la connaître ainsi que sa dynastie. Lorsque les scientifiques ont extrait l'ADN de la momie longtemps perdue de la reine Hatshepsut, ils s'attendaient à confirmer sa lignée royale et son histoire. Au lieu de cela, leurs découvertes ont provoqué un véritable séisme dans le monde archéologique. Cachés dans son code génétique, se trouvaient des indices qui non seulement révélaient la véritable identité de la reine, mais soulevaient aussi des questions troublantes sur sa santé, sa mort mystérieuse et même l'héritage qu'elle a laissé. Pendant des siècles, les historiens avaient dépeint Hatshepsut comme une souveraine brillante qui avait bravé la tradition pour accéder au trône d'Égypte. Pourtant, les analyses ADN ont révélé une histoire bien plus étrange, la reliant à des secrets oubliés, enfouis sous les sables de Luxor et bouleversant notre compréhension de l'âge d'or de l'Égypte. Leur découverte n'a pas seulement réécrit sa biographie. En effet, l'ADN de la reine Hatshepsut a révélé un fait surprenant concernant cette souveraine égyptienne. Bien avant que le nom de Cléopâtre ne devienne synonyme de beauté, d'intelligence et de pouvoir, une autre femme a bouleversé les traditions et marqué à jamais l'histoire égyptienne, la reine Hatshepsut. Elle n'est pas née dans l'obscurité, ni n'a accédé à la grandeur par hasard. Son destin s'est tissé avec soin dans la riche histoire de la royauté égyptienne. Née vers 1507 avant notre ère, Hatshepsut était la fille du pharaon Thoutmôsis Waïyer et de son épouse royale principale, Amos, tous deux de sang noble et divin. Le règne de son père fut une période de prospérité et d'expansion, et son influence marqua profondément la jeune princesse. Enfant privilégié, Hatshepsut reçut une éducation en administration, en religion et en gouvernance, une opportunité rare pour les femmes de son époque. Mais même cette éducation privilégiée n'aurait pu prédire qu'elle se couronnerait un jour pharaon d'Égypte, incarnation vivante d'une déesse sur terre. Après la mort de son père, Hatshepsut épousa son demi-frère Thoutmôsis II, comme le voulait la coutume au sein des familles royales égyptiennes, afin de préserver la pureté de la lignée divine. De cette union, bien que politiquement nécessaire, naquit une seule fille, Néferiour. Thoutmôsis II eut cependant un fils Thoutmôsis III, d'une seconde épouse nommée Isis. À la mort prématurée de Thoutmôsis II, la cour égyptienne fut plongée dans l'incertitude. Le jeune Thoutmôsis III, bien qu'héritier du trône, était bien trop jeune pour gouverner un royaume aussi vaste et complexe. La tradition voulait qu'un régent gouverne jusqu'à sa majorité, et ce régent ne fut autre que sa belle-mère et tante Hatshepsut. Au début, elle semblait se contenter de régner au nom du jeune roi, assumant le rôle traditionnel de protectrice et de gardienne du trône. Pourtant, au fil des mois et des années, un événement extraordinaire commença à se produire. L'influence d'Hatshepsut grandit, son autorité se consolida et la frontière entre régente et souveraine s'estompa. Soutenue par de puissants prêtres d'Amon, divinité suprême d'Égypte, et un cercle de conseillers fidèles, elle prit une décision audacieuse sans précédent dans la longue histoire patriarcale de l'Égypte. Elle se proclama pharaon d'Égypte. Pour le monde antique, c'était un acte radical. Le trône d'Égypte était considéré comme divinement masculin, une position réservée aux dieux et aux rois et non aux reines. Mais Hatshepsut n'était pas une femme ordinaire. Dotée d'une remarquable perspicacité politique, elle élabora un récit qui légitima son règne, non comme une rébellion, mais comme une destinée divine. Dans les inscriptions et les reliefs des temples, elle se présentait comme la fille d'Amon, conçue lorsque le Dieu lui-même prit l'apparence de son père pour garantir sa naissance divine.
Elle adopta tous les symboles et les insignes de la royauté. La coiffe de Nem, le cobra urieux, le pagne royal, et même la fausse barbe traditionnellement portée par les pharaons. Elle se faisait appeler Sa Majesté dans les inscriptions non pour dissimuler sa féminité, mais pour affirmer l'autorité divine qui transcendait les genres. Son règne, qui dura environ 22 ans, fut l'une des périodes les plus paisibles et prospères du nouvel empire égyptien. Contrairement à nombre de souverains qui l'ont précédé ou suivi l'héritage d'Hatshepsut, ne se définit pas par des conquêtes militaires, mais par un renouveau économique des innovations architecturales et une renaissance culturelle. Elle lança d'ambitieux projets de construction à travers la vallée du Nil, chaque monument témoignant de sa vision et de son règne d'inspiration divine. Le plus magnifique de tous était son temple funéraire à Deir el-Bahari, près de l'actuel Luxor, un chef-d'œuvre de l'architecture antique. S'élevant en vaste terrasse à flanc de falaise, le monastère symbolisait l'harmonie entre la terre et le ciel. Ses murs étaient ornés de reliefs saisissants, illustrant sa naissance divine, son couronnement et ses exploits. Aujourd'hui encore, Deir el-Bahari demeure l'un des monuments les plus impressionnants du monde antique, témoin silencieux du génie intemporel de la reine Hatshepsut. Au-delà de l'architecture, Hatshepsut a revitalisé le commerce et la diplomatie égyptiens. Elle a rouvert d'anciennes routes commerciales longtemps abandonnées après des périodes d'instabilité, notamment en envoyant une grande expédition au mystérieux pays de Paunt, que l'on situerait près de la Somalie ou de l'Érythrée actuelle. Les bas-reliefs de Deir el-Bahari illustrent avec force ce voyage d'imposants navires, chargés d'or, d'ivoire, de bois exotiques, de léopardes dansants et d'arbres à myrrhe vivants, qui furent ensuite plantés dans les cours des temples. Ce voyage victorieux enrichit non seulement l'économie égyptienne, mais consolida également sa réputation de souveraine favorisée des dieux. Sous son règne éclairé, l'Égypte prospéra. Les temples de Karnak s'agrandirent. L'agriculture se développa et les arts connurent un âge d'or. Son règne fut marqué par la paix, la prospérité et la dévotion aux dieux, preuve que le leadership ne se définissait pas par le genre, mais par la sagesse et la vision. Pourtant, après sa mort, l'histoire prit une tournure plus sombre. Lorsque Thoutmôsis III accéda finalement au pouvoir absolu, il entreprit une campagne systématique pour effacer Hatshepsut de la mémoire collective. Ses statues furent détruites, ses images profanées, et son nom effacé des monuments royaux et des listes royales. Pendant des siècles, son existence tomba presque dans l'oubli enfoui sous les sables du temps. Les érudits débattent encore de ses motivations, ressentiment, nécessité politique ou simple volonté de restaurer l'image traditionnelle de la royauté. Quelles que soient ces raisons, ses efforts ont finalement échoué, car la fascination pour cette figure mystérieuse a ressurgi. Mais comment expliquer que tant de lacunes subsistent depuis si longtemps dans nos connaissances sur une personnalité aussi influente? Pendant des siècles, la reine Hatshepsut est restée l'une des énigmes les plus fascinantes de l'Égypte antique. Son règne a été bien documenté. Les temples, obélisques et inscriptions découverts témoignent de prospérité, d'innovation et d'une royauté divine, et pourtant sa dépouille demeure introuvable. Mais contrairement aux autres souverains du Nouvel Empire, dont les momies avaient été exhumées, avec faste, le corps d'Hatshepsut restait introuvable. C'était comme si la terre elle-même avait conspiré pour la dissimuler. Sans sa momie, les égyptologues ne pouvaient ni confirmer son mode de vie, ni les circonstances de sa mort, ni ce que sa redécouverte pourrait révéler sur cette femme qui avait osé devenir pharaon. Le mystère commença à se préciser en 1903, lorsque l'archéologue britannique Howard Carter, alors encore loin de découvrir le tombeau de Toutankhamon,
mit au jour une modeste sépulture dans la vallée des rois, une petite chambre funéraire désormais répertoriée sous le nom de tombeau KV-60. Contrairement aux grands tombeaux royaux creusés profondément dans les falaises, KV-60 était sans prétention grossièrement taillé et désordonné. À l'intérieur, Carter découvrit 2 momies féminines. L'une reposait dans un cercueil en bois portant l'inscription « Sitra Inn », que les archives historiques identifient comme la nourrice royale d'Hatshepsut, celle qu'il avait soignée depuis son enfance. L'autre momie, en revanche, demeurait bien plus mystérieuse. Elle gisait sans cérémonie sur le sol déballé sans marque et non identifié. À l'époque, Carter était loin d'imaginer l'importance de sa découverte. En l'absence d'inscription ou d'objet reliant la seconde momie à la royauté, il la catalogua, scella le tombeau et passa à autre chose. Pendant des décennies, les 2 femmes de KV-60 tombèrent dans l'oubli, n'étant mentionnées que brièvement dans les archives archéologiques. La momie sans marque fut considérée comme celle d'une servante inconnue ou d'une noble de moindre rang. Sa véritable identité se perdit dans les méandres du temps. Parallèlement, un autre tombeau KV-20, supposé être la sépulture officielle d'Hatshepsut, ne fournit aucune réponse. Lorsque les explorateurs y pénétrèrent, ils découvrirent 2 magnifiques sarcophages de pierre, l'un portant le nom d'Hatshepsut elle-même, l'autre dédié à son père Thutmose Waye. Tous 2 étaient vides. Il semblait que la reine qui avait fait construire l'un des monuments les plus emblématiques d'Égypte, le temple à terrasse de Deir el-Bahari, ait disparu de sa propre sépulture. Cette disparition intrigua les égyptologues pendant des décennies. Certains ont émis l'hypothèse que son beau-fils Thutmose III, qui régna plus tard comme pharaon, aurait détruit sa momie dans le cadre d'une campagne visant à l'effacer de l'histoire. D'autres ont suggéré que des prêtres craignant la profanation auraient pu cacher sa dépouille dans un autre tombeau. Quelques-uns se sont même demandé si des pilleurs de tombes n'avaient pas pillé son sarcophage bien avant l'arrivée des archéologues modernes. Quelle qu'en soit la raison, la dépouille d'Hatshepsut, à l'instar de sa réputation, avait sombré dans l'oubli. Puis, plus d'1 siècle après la découverte discrète de Carter, le mystère a refait surface. En 2007, le Dr Zahi Hawass, alors directeur des Antiquités égyptiennes, a lancé une nouvelle enquête sur la momie disparue de Hatshepsut. Grâce à des méthodes médico-légales de pointe inédites pour les momies égyptiennes, notamment la tomodensitométrie, les tests ADN et la reconstruction faciale numérique, Hawass et son équipe ont rouvert le tombeau KV-60, longtemps négligé. À l'intérieur, ils ont réexaminé les 2 momies découvertes par Carter plus d'1 siècle auparavant. Les inscriptions ont confirmé que l'une d'elles était bien Sitra Inn, mais l'identité de l'autre femme, celle qui gisait au sol, restait un mystère. Puis un indice crucial est apparu. Au musée égyptien du Caire, les conservateurs ont découvert une petite boîte en bois portant le cartouche d'Hatshepsut, son nom royal. À l'intérieur se trouvait une unique dent précieusement conservée pendant des millénaires. Ce qui suivit fut l'un des moments les plus extraordinaires de l'égyptologie moderne. L'équipe compara la dent avec les scans tomodensitométriques de la mâchoire de la momie non marquée de KV-60. Étonnamment, la dent s'emboîtait parfaitement dans l'espace vide de sa mâchoire supérieure, une correspondance médico-légale si précise que même les scientifiques modernes ne purent la contester. La momie jadis considérée comme insignifiante était en réalité celle de la reine Hatshepsut elle-même. C'est stupéfiant. Après plus de 300-400 ans, la momie disparue de la plus grande souveraine d'Égypte a enfin été retrouvée non pas dans la splendeur d'un tombeau royal comme pour les autres pharaons, mais dans une chambre oubliée à côté de celle de sa nourrice. C'était une image poignante. La nourrice qui avait jadis bercé la jeune princesse
reposait désormais pour l'éternité auprès de celle qui devint Pharaon. À cet instant, le cours de l'histoire bascula. La science moderne avait réussi là où la politique antique avait échoué, ressuscitant le souvenir d'une reine qui refusait d'être effacée. La révélation de l'ADN. Même après la redécouverte de la mystérieuse momie dans la tombe KV60, une question continuait de hanter les égyptologues. S'agissait-il véritablement du corps de la reine Hatshepsut, la femme légendaire qui osa régner en Pharaon, la découverte d'une dent s'emboîtant parfaitement dans la mâchoire de la momie, avait fourni un indice prometteur. Mais pour la science, les preuves visuelles ou indirectes ne suffisaient pas. Il fallait une preuve biologique irréfutable, une signature génétique capable de résister à l'épreuve du temps. Ainsi débuta l'une des enquêtes scientifiques les plus ambitieuses et les plus délicates jamais entreprises en égyptologie. Au cœur de ce projet se trouvait la docteure Angelique Courtaulds, anthropologue médico-légale à l'Université de Manchester, et le docteur Yehia Gad, généticien moléculaire au Centre national de recherche égyptien du Caire. Ces deux scientifiques appartenaient à une nouvelle génération de chercheurs convaincus que l'ADN ancien pouvait révéler des secrets que l'archéologie seule ne pouvait dévoiler. Leur mission, extraire et analyser l'ADN de la momie non identifiée de la tombe KV60 et déterminer une fois pour toutes s'il s'agissait bien d'Hatshepsut. C'était un défi de taille. Le processus de momification dans l'Égypte antique conçu pour préserver le corps à jamais était paradoxalement la raison même pour laquelle l'ADN était si difficile à extraire. Les embaumeurs utilisaient des résines des sels de natron et des huiles si puissants qu'ils durcissaient les tissus et détruisaient la majeure partie du matériel génétique. Ajoutez à cela plus de 300-400 ans de chaleur, d'humidité et de décomposition microbienne du désert, et la mission devenait quasiment impossible. Extraire de l'ADN d'une momie, explique le Dr. Courtaulds, revient à tenter de déchiffrer un manuscrit brûlé imbibé de goudron et réduit en miettes. Chaque étape du processus devait être réalisée dans des conditions stériles et contrôlées. Une simple empreinte digitale moderne ou une poussière pourrait contaminer les résultats. Les échantillons de minuscules fragments d'os et de tissus ont été manipulés avec une extrême précaution et analysés dans des laboratoires distincts afin d'éliminer tout risque d'erreur. L'équipe a également eu recours à la réaction en chaîne par polymérase PCR, une méthode permettant aux scientifiques d'amplifier même les plus petits fragments d'ADN survivants en séquences suffisamment longues pour être étudiés. Les chercheurs savaient que l'ADN nucléaire, qui contient l'intégralité du code génétique d'une personne, serait presque certainement trop dégradé. Ils se sont donc concentrés sur l'ADN mitochondrial, le type de matériel génétique transmis par la lignée maternelle plus résistant à la dégradation. Si la momie KB60 était bien Hatshepsut, son ADN mitochondrial devrait présenter des similitudes évidentes avec celui de ses parentes maternelles connues au sein de la lignée royale. Les scientifiques ont comparé le matériel génétique à des échantillons prélevés sur d'autres momies connues pour appartenir à sa famille, notamment Ahmose Nefertari, la vénérée matriarche royale de la 18e dynastie, et Thoutmôsis Soyer, le père d'Hatshepsut. L'analyse a été extrêmement minutieuse. Chaque fragment d'ADN ancien a dû être séquencé, comparé et vérifié par plusieurs laboratoires indépendants. Les jours se sont transformés en semaines puis en mois, tandis que l'équipe passait au crible des données génétiques corrompues à la recherche d'une correspondance susceptible de changer la donne. Enfin, arriva le moment décisif. Le séquençage de l'ADN mitochondrial était terminé, une correspondance avait été trouvée. La mystérieuse momie KB60 présentait les mêmes marqueurs génétiques maternels que la lignée royale d'Hatshepsut. Cette découverte stupéfiante confirmait scientifiquement
qu'il s'agissait bien de la reine disparue d'Égypte. C'est comme si elle nous avait parlé à travers les millénaires, a déclaré le Dr. Gad. Son ADN avait préservé sa voix alors que tout le reste s'était tu. Cette révélation génétique n'était qu'un élément parmi d'autres. Des scanners CT avancés ont permis d'obtenir une image encore plus précise. Ils ont révélé qu'il s'agissait d'une femme âgée d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'années, ce qui correspond à l'âge estimé d'Hatshepsut au moment de son décès. Son squelette portait l'allure royale d'une personne habituée à siéger sur un trône et ses organes internes avaient été soigneusement retirés et embaumés comme il sied à une souveraine. Mais la confirmation la plus spectaculaire est venue d'une découverte si simple et pourtant si irréfutable qu'elle est devenue l'élément déterminant de l'enquête. Dans la boîte en bois ornée du cartouche d'Hatshepsut, découverte des années auparavant, dans une autre cachette se trouvait une unique dent. Lorsque les scientifiques ont comparé le scanner de la bouche de la momie de l'œil de la grotte 60 à cette dent, ils ont constaté une correspondance anatomique parfaite. La racine cassée s'alignait parfaitement avec l'espace laissé vacant par la mâchoire, reproduisant même la courbure et l'usure de l'émail. Comme l'a déclaré plus tard le Dr. Hawass, une dent s'emboîtait parfaitement dans l'alvéole vide de la mâchoire de la momie, une correspondance que même les experts médico-légaux modernes ne pouvaient contester. Les implications étaient considérables. Pour la première fois de l'histoire, l'analyse ADN avait confirmé l'identité d'un ancien souverain égyptien. Ce ne fut pas seulement un triomphe de l'archéologie, mais de la science tout entière, un moment où la technologie a traversé les siècles pour donner la parole aux réduits au silence. Grâce à la précision de la génétique moderne, la reine Hatshepsut, celle qui régna jadis sous le nom de Sa Majesté Hatshepsut, puis effacée par ses successeurs et tombée dans l'oubli pendant plus de 30 ans, a enfin retrouvé sa place légitime parmi les pharaons immortels du Nil. Son ADN a accompli ce que les inscriptions sur pierre et les statues brisées n'avaient pu. Cela avait de nouveau immortalisé son nom. Mais ce n'était pas tout. Pendant des siècles, la fin du règne de la reine Hatshepsut est restée nimbée de spéculations et de mystères. Lorsque la science moderne a enfin découvert et analysé son ADN, la réponse qui en est ressortie était bien plus troublante que n'importe quelle légende. Ce n'est ni la trahison, ni le meurtre qui ont causé la perte de la grande pharaone d'Égypte, comme beaucoup le soupçonnaient, mais un cruel coup du sort, un tueur silencieux qu'elle avait elle-même engendré. Lorsque les chercheurs ont effectué des scanners sur la momie KV60A identifiée par l'ADN comme étant celle de Hatshepsut, les résultats se sont révélés à la fois révélateurs et inquiétants. Sous les délicates couches de lin et de résine, ils firent une étrange découverte. Le corps de la reine jadis si puissante racontait une histoire de souffrances immenses. Ses os portaient des signes évidents d'un cancer des os métastatique, avec des lésions s'étendant sur son bassin, sa colonne vertébrale, et ses fémurs, une maladie qui lui aurait causé des douleurs atroces durant ces derniers mois. Ses organes et ses tissus mous, bien que desséchés, présentaient des signes d'obésité et de troubles métaboliques, suggérant qu'elle souffrait peut-être de diabète de type 2. Les historiens furent d'abord perplexes. Comment une monarque égyptienne dont le régime alimentaire était généralement riche en fruits, céréales et poissons, et dont le mode de vie impliquait souvent des obligations cérémonielles actives, pouvait-elle développer une telle pathologie? Les réponses allaient être trouvées, non pas dans sa tombe, mais dans les objets personnels qui l'accompagnaient. Parmi les modestes objets découverts dans une boîte en bois ornée du cartouche d'Hatshepsut, figurait un petit flacon d'albâtre, ayant contenu autrefois un baume épais et parfumé ou une lotion médicinale. Pendant des années, cet objet fut considéré comme une simple relique cosmétique jusqu'à ce que des analyses chimiques révèlent son terrible secret.
Le baume contenait du benzopyrène, un composé hydrocarboné visqueux, aujourd'hui reconnu comme l'un des cancérogènes les plus puissants connus de la science. Dans l'Antiquité, le benzopyrène était utilisé souvent à l'insu des utilisateurs dans des mélanges à base de résine de pois et de goudron, ingrédients courants, des onguents destinés à soigner les irritations cutanées ou à agrémenter et parfumer la peau. Il semblerait que Hatshepsut, réputé pour son souci des soins personnels et sa rigueur rituelle en matière de pureté, ait fréquemment utilisé cette lotion, la croyant bienfaisante. Ironie tragique du sort. Cette même habitude aurait pu l'empoisonner lentement. Le baume, censé préserver sa jeunesse et sa santé, aurait potentiellement déclenché le cancer qui lui fut fatal. Le docteur Yehia Gad, l'un des principaux généticiens ayant étudié sa dépouille, a expliqué que le profil génétique de Hatshepsut révélait une prédisposition aux maladies métaboliques et oncologiques, notamment l'obésité et le diabète, deux facteurs susceptibles de l'avoir rendu plus vulnérable aux effets cancérigènes du benzopyrène. C'était un concours de circonstances fatales, a-t-il déclaré. La fragilité de son organisme combinée à une exposition quotidienne à des composés toxiques a probablement scellé son destin. Sa santé déclinante pourrait également expliquer la longue et controversée transition du pouvoir qui suivit sa mort. Vers la fin de son règne, son état de santé se détériorant l'a probablement rendue de plus en plus dépendante de conseillers et de prêtres, réduisant ainsi son contrôle direct sur le trône. À sa mort, vraisemblablement affaibli par la maladie, plutôt que destituer son beau-fils et ancien corrégent Thoutmôsis III, a peut-être saisi l'occasion de redéfinir le récit royal égyptien. Sa campagne ultérieure visant à effacer son nom, détruire ses statues et réattribuer ses monuments n'était peut-être pas un acte de rage comme on l'a longtemps cru, mais plutôt une tentative calculée de rétablir l'image traditionnelle de la royauté masculine que le règne d'Hatshepsut avait si audacieusement défiée. Grâce à la science, l'ancien mystère de la disparition de Hatshepsut fut enfin élucidé. Elle ne fut ni assassinée, ni victime d'une malédiction, mais anéantie par la cruauté silencieuse de la chimie, un rappel tragique que même ceux qui recherchent l'immortalité doivent s'incliner devant la fragilité de la chair. Pendant des générations, l'histoire de la reine Hatshepsut a été obscurcie par l'incompréhension. Les premiers historiens, interprétant son règne à travers le prisme d'une tradition dominée par les hommes, l'ont qualifiée d'usurpatrice, une femme ayant volé le trône d'Égypte à son héritier légitime, Thoutmôsis III. Le port de la fausse barbe, l'adoption de titres masculins et le port d'insignes d'apparat masculin semblaient confirmer cette présomption. Pourtant, grâce à l'archéologie, aux analyses ADN et à une nouvelle génération d'égyptologues qui ont revisité son héritage, un portrait plus nuancé et inspirant s'est dessiné. Hatshepsut n'était pas une prétendante au trône. C'était une dirigeante visionnaire qui a redéfini la royauté elle-même. La confirmation génétique de son identité et la redécouverte de son temple funéraire à Deir el-Bahari ont donné un nouveau souffle à son histoire. Loin de dissimuler sa féminité, Hatshepsut avait redéfini le sens du pouvoir. Ses inscriptions et ses statues alternaient entre la représentation d'un pharaon traditionnel et celle d'une souveraine gracieuse. Cette dualité délibérée n'était pas une tromperie, mais un coup de génie politique. En mêlant iconographie masculine et féminine, Hatshepsut se présentait comme l'incarnation vivante de Ma'at, l'équilibre divin d'ordre et d'harmonie qui sous-tendait la vie égyptienne. Son règne symbolisait l'unité, non la rébellion. Les fouilles menées par le docteur Zbigniew Safranski et son équipe polono-égyptienne à Luxor ont mis en lumière le caractère délibéré de cette fusion d'identité. Les reliefs du temple de Deir el-Bahari
révèle des scènes où Hatshepsut est représentée à la fois comme une femme, recevant l'approbation divine, et comme un pharaon accomplissant des rituels sacrés. Cette représentation harmonieuse transmettait un message puissant à son peuple. Elle était à la fois fille et fils d'Amon, choisis par les dieux pour préserver l'ordre cosmique de l'Égypte. La symétrie architecturale du temple avec ses terrasses, s'élevant selon la course du soleil, reflétait sa vision d'un équilibre entre ciel et terre masculin et féminin, humain et divin. Grâce à ces découvertes, les chercheurs reconnaissent aujourd'hui que le règne d'Hatshepsut fut une période d'innovation plutôt que d'intrusion. Sa décision d'adopter des attributs masculins n'était pas une tentative d'effacer son genre, mais de le transcender. Elle comprenait que le pouvoir dans l'Égypte antique était à la fois visuel et symbolique. Pour gouverner efficacement, elle devait se conformer aux attentes spirituelles liées à la royauté. En fusionnant les identités de reine et de pharaon, elle créa un nouveau modèle de leadership brouillant les frontières, bien avant que ce concept n'existe dans la pensée politique. Ses réalisations ont confirmé cette vision brillante. Hatshepsut développa le commerce, lança des programmes de construction monumentaux et régna pendant près de 20 ans sur une ère de paix et de prospérité. Ses chefs-d'œuvre architecturaux, notamment le temple de Deir el-Bahari, continuent de susciter l'admiration par leur harmonie et leur sophistication technique. Aujourd'hui, la redécouverte de sa momie et des objets mis au jour lors de son arrestation incite les historiens à reconsidérer sa place dans l'histoire. Hatshepsut n'était pas une usurpatrice intrigante dissimulée derrière un masque, mais une pionnière qui a transformé le genre et le pouvoir en instruments de stabilité. Dans un monde qui cherchait à la réduire au silence, elle a réinventé la royauté et, ce faisant, a inscrit son nom non seulement dans la pierre, mais aussi dans l'histoire vivante de l'ingéniosité humaine. Que pensez-vous de cette découverte concernant la souveraine égyptienne? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.